dans le règne de l'impensé. Voici quelques mots techniques utilisés dans le langage contemporain. L'émetteur utilise des mots techniques pour, de manière explicite, complexifier le discours, le rendre inintelligible. Des mots techniques qu'il va récupérer dans des champs du savoir, assez souvent proches du champ de discussion. Philosophie, psychologie, sociologie. L'effet implicite est bien entendu de bloquer l'élaboration. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, vous ne connaissez pas la signification exacte de ces mots. Même si vous en avez une vague compréhension, en situation, il est difficile et vous n'avez pas le temps d'y réfléchir. L'usage de mots techniques permet à l'émetteur de construire un discours qualifié parfois de baratin pseudo-profond. De manière implicite, le mot technique fragilise l'estime de soi du récepteur. En effet, l'émetteur s'adresse aux initiés, dont le plus souvent vous ne faites pas partie. Il y a un mot qui, de manière contemporaine, est particulièrement apprécié par l'émetteur langue de bois, qui est le mot résilience. Alors ce mot appartient à un vocabulaire de la psychologie, champ du savoir à l'intérieur duquel il est tout à fait pertinent et opérant. Il a donc été extrait de ce champ et, comme on dit, lavé et sauré pour en faire un mot valise, puisque dorénavant tout est résilience. J'ai même vu qu'il y avait de l'architecture résiliente. Alors en apparence, on est dans le registre des bonnes intentions, puisque de manière explicite, on va proposer aux gens d'aller chercher en eux les moyens de compenser ce qui pourrait être un traumatisme. Vous êtes employé dans une entreprise, vous perdez votre travail, vous n'y êtes pour rien, mais ça a à voir avec des enjeux qui vous dépassent. Il faut faire preuve de résilience. Donc d'aller voir en vous-même quelles sont les capacités que vous auriez à, entre guillemets, survivre à cet événement. Le message implicite est bien entendu, au fond, en cherchant bien en vous-même, peut-être que vous y êtes pour quelque chose. Donc on va voir du côté de la culpabilité. Donc c'est un excellent outil pour l'émetteur qui lui permet ainsi de se défausser, une fois de plus, de l'imputabilité ou de la responsabilité. Les sigles et acronymes sont bien entendu utilisés par l'émetteur langue de bois, à la fois pour complexifier le discours et pour accroître sa légitimité. Dans tous les champs professionnels, il y a des milliers d'acronymes ou de sigles. Vous ne pouvez pas tous les connaître. Et de ce fait, de manière implicite, l'émetteur va procéder à une mise à l'écart. On dit que l'acronyme est un excellent outil pour, comme on dit, enquister de l'information. Voici un exemple de sigle intitulé UMDR, Unité de retraitement des dispositifs médicaux. Qui en fait remplace une appellation qui était service de stérilisation. Appellation qui était compréhensible par tout un chacun, puisqu'il s'agit de rendre stérile du matériel utilisé par exemple en chirurgie. Alors si on regarde de près ces organismes dits de normalisation qui vous imposent des sigles, des acronymes, on peut constater que les comités sont constitués de personnes qui, dans toute leur vie professionnelle, ont, comme on dit, joué avec la quincaillerie conceptuelle du management ou du marketing. Ce qui, bien entendu, donne une idée de l'idéologie d'arrière-plan de ces comités. Voici quelques concepts opérationnels utilisés dans le langage contemporain.
Le concept opérationnel. Les méthodes de langue de bois utilisent le concept opérationnel comme un slogan, en général constitué de 2 à 3 mots, et de manière explicite, c'est une injonction qui est faite au récepteur. Injonction à collaborer, participer, s'investir, travailler. Dans quoi? Bien, tout simplement dans ce qu'on pourrait appeler un projet, qui est ce mot valise qui peut avoir toutes les significations. Alors, ce concept opérationnel aurait pour origine un consensus. Assez souvent, on ne sait pas lequel. Il n'est pas explicite. Quoi qu'il en soit, le concept opérationnel n'est pas opposable, réfutable, contestable. Qui pourrait contester un projet du style meilleure pratique? Le concept opérationnel engage donc le récepteur dans la soumission. De manière implicite, le concept opérationnel est un excellent outil pour fabriquer de l'autocensure, de la culpabilité, mais aussi de la peur. Il permet de masquer le pouvoir, et en particulier les abus de pouvoir. Par exemple, dans une entreprise, une information est faite comme quoi les employés doivent participer à un processus de rationalisation des imprimantes. Le matin, un technicien passe dans les bureaux et récupère les imprimantes. Il revient un peu plus tard et réinstalle les imprimantes. Mais il y en a beaucoup moins. Et il ne les installe pas n'importe où, ou chez n'importe qui. Il y a probablement en arrière-plan une distribution, comme on dit, des grâces et des disgrâces. L'idéologie d'arrière-plan du concept opérationnel, c'est le management. Comme vous le savez, le management est une discipline qui est à l'œuvre depuis plus d'un siècle et demi. Et dont l'objectif, au fond, est d'essayer de comprendre comment fonctionne l'homme en tant que fournisseur de services et comment fonctionne l'homme qui reçoit ces services. Alors depuis, les tenants et les théoriciens de ce management ne cessent de récupérer les découvertes faites dans des disciplines connexes des sciences humaines, comme la philosophie, la sociologie, pour mieux comprendre ces phénomènes. Il y a même des courants philosophiques qui participent à cette discipline, comme par exemple le libéralisme économique, mais surtout le pragmatisme, qui est un courant philosophique qui privilégie l'expérience et qui ne laisse place à aucune subjectivité. Donc le concept opérationnel va fonctionner comme étant au départ l'énoncé d'un problème sur lequel on réfléchit. Puis on délibère, on fait des choix, on trouve des solutions que l'on applique, que l'on va réévaluer, et pour recommencer le même processus. Donc le concept opérationnel va se déployer sur l'axe du temps et de manière indéfinie. Il n'y a pas de limite, ce qui crée une espèce de discontinuité et d'insécurité pour ceux qui sont concernés par ce concept opérationnel. Et le concept opérationnel va aussi se déployer dans l'espace. Il va donc non seulement être à l'œuvre dans le champ où il exerce, mais aussi il va déborder dans les champs voisins pour y prendre du pouvoir. Par exemple, la qualité, qui est un concept opérationnel. Si vous êtes usager d'un service public, vous ne pouvez pas exiger la qualité. Ce que vous pouvez exiger, c'est d'obtenir un service qui soit identique à celui obtenu par le voisin, dans le même contexte. Si vous allez à la poste pour acheter un timbre et si vous avez l'argent pour acheter le timbre, on ne peut pas vous refuser de vous vendre ce timbre. Si vous êtes un client, vous pouvez exiger la qualité. Et du côté des acteurs de la qualité, il va y avoir le projet de mettre le client au centre de tout et de le confiner dans ce qu'on pourrait appeler la toute-puissance. Vous savez comme moi que le corollaire de la toute-puissance, c'est l'impuissance. Le petit garçon qui fait une crise de colère, qui hurle, qui se roule par terre parce qu'il veut que ses parents lui achètent une voiture qu'il a vue dans un magasin, est dans la toute-puissance. Et son impuissance, elle est liée à son statut d'enfant. Il n'a pas l'argent, il n'a pas le pouvoir d'acheter cette voiture. Imaginez que vous êtes amateur de pizza.
À longueur d'année, vous mangez des pizzas et vous avez choisi une marque. Vous êtes donc devenu le client de cette marque. Personne ne vous oblige à faire ce choix et personne ne peut vous empêcher de le faire. C'est votre liberté de consommateur. Un matin, vous prenez la décision de cesser d'acheter cette marque. Là aussi, il n'y a personne qui peut vous empêcher de prendre cette décision. Et si, sur la planète, tous les clients de cette marque prennent la même décision que vous au même moment, c'en est fini. C'est ça la toute-puissance du client. Alors votre impuissance, elle est où? Vous prenez la boîte, vous regardez, il y a la photo, vous retournez, vous avez la composition, la recette. Alors bien sûr, il y a de la pâte, de la sauce tomate, des ingrédients, et il y a du fromage. Bon. Le problème, c'est que le fromage, c'est pas du fromage. Le fromage, c'est une substance chimique qui ne contient aucune protéine lactée et qui, une fois bien aromatisée, grillée, finit par ressembler à du fromage. Si pour vous c'est une surprise, peut-être allez-vous contacter le fabricant de pizza et lui demander qu'il mette dorénavant de la mozzarella, par exemple. Ce qu'il ne fera pas, bien sûr, parce que ce qu'il vous propose correspond à une marge. Elle est là votre impuissance de client. Pour satisfaire au mieux le client, les tenants de la qualité vont donc procéder à une rationalisation des tâches, auxquelles se substituent des processus référentiels, projets, etc. Le travail est donc fragmenté, ce qui permet aussi de rendre les employés interchangeables. De manière implicite, l'émetteur engage donc le récepteur au respect, à l'allégeance, à la soumission, aux prescriptions du concept opérationnel. Le récepteur n'est plus un professionnel, mais un exécutant, chez qui non seulement on va évaluer ce qu'il peut faire au plan quantitatif, et qui bien entendu peut être évaluable, mais aussi au plan qualitatif. Cette évaluation porte sur un domaine qui est le relationnel. On est donc dans la subjectivité. Subjectivité qui comprend un certain nombre d'expériences humaines, relationnelles, qui peuvent être la satisfaction, le malentendu, l'incompréhension, etc. Expériences qui, bien entendu, ne peuvent pas être quantifiées. Le concept opérationnel va donc provoquer chez le récepteur la perte du plaisir de travailler, ne parlons même pas du plaisir de penser son propre métier, qui n'est plus d'actualité. Alors il y a un concept opérationnel apprécié par l'émetteur de langue de bois, c'est celui de gouvernance. Et bien entendu de bonne gouvernance. De manière explicite, ce concept est suffisamment flou pour embrouiller le récepteur et rendre les choses inintelligibles. L'idéologie d'arrière-plan est tout simplement le fait que la chose publique et l'État qui la représente sont archaïques. Il faut reprendre les choses en main à l'aide d'un discours managérial, de gestion. La chose publique devient donc un espace de concurrence avec à la fois une ouverture à des acteurs dont les enjeux sont privés et une fermeture à des acteurs dont les enjeux sont politiques. Comité. Voici quelques anglicismes utilisés dans le langage contemporain. L'anglicisme est une figure de style que nous utilisons quotidiennement et en particulier dans le milieu professionnel. Des mots comme feedback, meeting, etc. Les métalangues de bois utilisent des anglicismes pour complexifier le discours, avec des mots comme par exemple postponer, merger, ce qui bien entendu va lui procurer un surcroît d'autorité. Cette figure de style, elle aussi, est faite pour bloquer l'élaboration puisqu'elle peut de manière implicite ne pas être comprise par le récepteur, qui de ce fait se trouve bloqué.
Les stéréotypes sont plus fréquents dans le discours politique. L'émetteur de langue de bois peut les utiliser pour aller chercher, comme on dit, les émotions du côté du récepteur. Puisqu'il s'agit de brocards, railleries, dans lesquels un mélange est fait ou une confusion est faite entre jugement de valeur et jugement de fait. Par exemple, il est arabe et il vole, jugement de fait. Il vole parce qu'il est arabe, jugement de valeur. De manière implicite, le stéréotype est censé exprimer ce que les gens sont supposés vouloir entendre ou supposés vouloir exprimer. Mais ceci ferait l'objet d'une censure. Il ne manque pas de formules du style « les fonctionnaires sont des paresseux »,« les hommes politiques sont corrompus »,« les jeunes n'ont pas de tête »,« les commerçants sont des voleurs », etc. Voici quelques néologismes utilisés dans le langage contemporain. Le néologisme, c'est donc un barbarisme volontaire utilisé par l'émetteur de langue de bois pour complexifier le discours. Le néologisme est souvent utilisé dans certains groupes ou dans certains milieux professionnels pour mieux communiquer. Il est donc fait pour susciter l'ennui et de manière implicite, l'émetteur s'adresse aux initiés. dont vous ne faites pas partie puisque vous n'avez pas compris la signification du mot. Prenons le temps d'examiner ce néologisme décomplexifié. Dans le novlangue, on retrouve ce genre de formule. Par exemple, on ne dit plus mauvais, bon, meilleur. On dira un bon, bon, plus bon. Et si c'est excellent, on dira double plus bon. Alors si l'inverse de complexifier serait décomplexifier, cela va avoir pour effet de réduire le champ d'élaboration qui serait beaucoup plus ouvert si l'on disait simplifier. Vous êtes dans une réunion de travail, celui qui organise la réunion dit à la cantonade « Je suis souvent optimisé à mon bureau, je vous propose donc de monter un comité de travail sur ce problème. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont intéressés ?» Alors, ne connaissant pas la signification de ce mot « optimiser » qui est du jargon du management, vous êtes pris dans une espèce de double entrave. Soit vous dites non si vous êtes sollicité et vous n'avez aucun argument de travail pour soutenir votre refus puisque vous n'avez rien compris, soit vous dites oui et vous participez à un projet dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Alors il ne manque pas de néologismes que l'on peut retrouver dans toutes les professions. Voici quelques périphrases utilisées dans le langage contemporain. L'émetteur utilise des périphrases ou circonlocutions pour, de manière explicite, susciter l'ennui et la démobilisation. De manière implicite, cela permet de faire du consensus et de l'autocensure. Voici quelques pléonasmes utilisés dans le langage contemporain. Le pléonasme est utilisé par l'émetteur pour rendre les choses plus crédibles et ramener du consensus. Voici quelques tautologies utilisées dans le langage contemporain. La tautologie est une figure de style utilisée par l'émetteur pour rendre les choses incontestables. Cela ne peut être que vrai. On est là aussi dans la recherche du consensus. Voici quelques métiers qui sont entre guillemets technicisés dans le langage contemporain. Techniciser les métiers. L'émetteur de langue de bois utilise cette figure de style pour changer une réalité en la renommant. Cette réalité est celle de métiers traditionnels, par exemple secrétaire. De manière explicite, il s'agit de positiver une réalité, en donnant au métier des connotations plus modernes, dynamiques, techniques. Évidemment, les gens s'approprient ce phénomène. Voici un exemple
illustré par l'humoriste Sugar Sammy. Qu'est-ce que ça veut dire technicienne juridique? C'est quoi la technique derrière le juridique? Ta scie, c'est un avocat. OK. T'es son bras droit. OK, fait t'es une secrétaire. Pardon, t'es quoi? T'es quoi? T'es secrétaire. Au moins t'assumes. Technicienne juridique. OK, moi je suis un ingénieur de joke alors. De manière implicite, l'émetteur va leurrer le récepteur en lui faisant croire qu'en changeant l'étiquette du bocal, le contenu va changer. Ce qui n'est pas le cas. Vous êtes vendeur dans une entreprise, vous devenez associé, vous allez sans doute faire les mêmes tâches pour le même salaire, et de surcroît, vous ne serez jamais associé au partage des bénéfices ou dividendes de l'entreprise. L'idéologie d'arrière-plan de cette approche est le management. Management dont les objectifs les plus contemporains sont en fait la disparition des métiers et la destruction du travail, au profit de compétences, protocoles, séquences nomenclaturées, etc. Fragmentation des tâches qui rend les employés amovibles, remplaçables. Alors ce phénomène engendre de la souffrance dans le monde du travail, une souffrance décrite comme silencieuse. Pourquoi? Parce que les employés n'obtiennent pas la reconnaissance là où ils s'y attendent. La reconnaissance, elle va vers les compétences et non pas vers l'expérience. Elle va vers le savoir-être et non pas le savoir-faire. Vous êtes soudeur, vous avez de l'expérience, vous avez de bonnes mains, vous êtes fiable. Mais êtes-vous esprit d'équipe? Êtes-vous flexible? J'avais vu dans une institution une offre de recrutement pour des postes d'opératrice de machine à coudre. Alors de manière implicite, cela signifie qu'au fond, c'est la machine qui fait le travail. De même pour un opérateur de machinerie lourde. Et que bien entendu, les personnes sont interchangeables. Tel hôpital s'équipe de robots chirurgicaux, les chirurgiens deviendront-ils des opérateurs de robots chirurgicaux? Actuellement, c'est peu probable. Mais avec les progrès stratosphériques de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, on formera des techniciens en 3 à 4 ans qui seront, comme on dit, aux manettes et qui seront asservis par les machines. Ça coûtera bien entendu moins cher que de former un chirurgien où ça prend plus de 10 ans. Pour reprendre ce qui précède, voici un premier tableau qui montre l'effet des principales figures de style, les plus efficaces pour ce qui est de la complexité, de la perplexité, de la confusion, anglicisme et oxymore, pour ce qui est de l'ennui, la démobilisation, l'euphémisme, pléonasme, tautologie, mots techniques et néologisme. Pour ce qui est du consensus, de la soumission, de l'autocensure, le concept opérationnel. Enfin, pour positiver une réalité, l'euphémisme et l'oxymore. Dans ce second tableau, voici les principaux effets implicites des figures de style que nous venons de voir. Y a-t-il une conclusion à cette élaboration? S'il y en avait une, elle ne serait de toute façon que provisoire. En toute modestie, l'objectif de ce partage est de vous donner les moyens en situation de faire un diagnostic de langue de bois et de le faire le plus tôt possible, de manière à prendre vos dispositions. L'hypothèse de travail d'une attaque de la pensée humaine peut suggérer l'idée d'une autodéfense, d'une défense, voire d'une contre-attaque vis-à-vis de la langue de bois et de l'émetteur. Comme vous le savez, il y a des manuels d'autodéfense intellectuelle qui vous permettent de vous y retrouver dans des disciplines qui ne vous sont pas familières.
À mon avis, avoir le projet de défense, d'autodéfense ou de contre-attaque est à la fois erroné et illusoire. Pourquoi ? Parce que le contexte est celui d'une réalité, d'une part. Et d'autre part, ça serait envoyer un message à l'émetteur comme quoi vous êtes bien magnétisé par le contenant du discours, par l'étiquette sur le bocal. Par exemple, si vous dites à l'émetteur que vous n'avez rien compris, ça ne lui posera certainement aucun problème de faire, comme on dit, de la pédagogie. Pour reprendre une image, nous sommes en situation de guerre, on identifie un porte-avions vis-à-vis duquel on veut se défendre, on l'identifie comme navire de guerre et en même temps, on fait l'impasse sur le fait qu'il transporte des avions de combat qui portent des armes destructrices. Donc on se focalise sur le véhicule. Voici un clip publicitaire réalisé pour la firme IBM dans lequel ils reprennent un jeu intitulé Bingo Blabla qui serait subversif et qui consiste à cocher des cases dans des grilles de bingo. À la place des chiffres, il y a tout simplement les mots qui seraient ceux de la langue de bois. Et les gars, qu'est-ce qui se passe? Bingo blabla. Bingo blabla? Chut, ces séances d'innovation, on n'en peut plus. Le blabla, le jargon. Le baratin. Dès que tu entends un mot comme ça, tu le coches. En résumé, nous nous sommes engagés vers une culture d'entreprise d'optimisation, orientée sur le client et la valeur ajoutée, en rupture très Web 3.0. Bingo! Alors le mot de la fin de ce clip est l'équivalent d'un concept opérationnel puisqu'il s'agit d'une injonction qui consiste à la fois à se taire et agir. Concept opérationnel qui, bien entendu, ne doit pas être pensé. Pour rappel, voici quelques points importants à propos de cette élaboration. Et le point le plus important est sans doute le fait que la langue de bois est un discours qui est porté sur une réalité, non pas la réalité. Donc, il s'agit d'une attaque faite à la pensée qui nous sert à élaborer la réalité. La langue de bois est donc plus souvent écrite que parlée. Pour construire cette rhétorique, l'émetteur utilise des figures de style qui nous sont familières. Le novlangue, tel que décrit par George Orwell, préfigure évidemment la langue de bois. Les figures de style les plus efficaces sont l'euphémisme, l'oxymore et le concept opérationnel. Bien entendu, au niveau de ce discours, les effets implicites sont beaucoup plus importants et de ce fait beaucoup plus efficaces que les effets explicites. Je le répète, la langue de bois est en fait un véhicule qui porte des objectifs, des intentions, des plans, et ceci à l'insu du récepteur. Je vous informe que la prochaine élaboration sera publiée d'ici 3 à 4 semaines et elle sera centrée sur un thème qui est le suivant: Hollywood et la folie. De quelle manière les metteurs en scène hollywoodiens ont-ils porté à l'écran la folie? Et ceci dans une perspective historique.